Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un élément fondamental, mais souvent méconnu, du monde de la construction. Ce sont les semelles filantes. À la fin de cette vidéo, vous saurez quand et pourquoi les utiliser, comment elles fonctionnent et quelle erreur à éviter. Si vous êtes étudiant, jeune ingénieur ou porteur de projet immobilier, restez jusqu'au bout et abonnez-vous pour des vidéos claires, concrètes et utiles. C'est quoi une semelle filante? C'est une semelle de fondation en continu, soit en béton ou en béton armé. Son rôle principal est de répartir les charges verticales du bâtiment sur une surface suffisamment large pour éviter les tassements localisés et éviter l'enfoncement dans le sol. Typiquement, elle supporte un mur ou une ligne de poteau rapprochée. Elle est couramment utilisée dans les maisons individuelles, les petits immeubles, les extensions et annexes, les murs de clôture lourds. En clair, c'est la base solide sur laquelle repose toute la structure. Vous avez à l'écran quelques illustrations des fouilles, coffrages, armatures et coulage du béton des différentes étapes permettant la réalisation de semelles filantes. Une semelle filante réalisée en béton armé doit être adaptée au terrain avec de bonnes capacités portantes et lorsque le sol résistant, c'est-à-dire le bon sol, se trouve à moins de 3 mètres de profondeur. Cela dans le cas d'une semelle filante de type fondation superficielle. Elle est conçue pour supporter des murs porteurs ou des colonnes en répartissant uniformément les charges verticales sur le sol. Cette fondation est souvent utilisée pour les constructions légères, comme les maisons, et elle est mise en place dans une tranchée continue sur l'ensemble du périmètre de la construction. La profondeur minimale d'une semelle filante est généralement située entre 50 cm et 1 mètre, afin d'éviter les effets de gel. Pourquoi utiliser une semelle filante? Une semelle filante est utilisée pour assurer la transmission et la répartition des charges supportées par une construction dans le sol. Elle est particulièrement adaptée aux terrains suffisamment porteurs, lorsque le sol de résistance est situé à moins de 3 mètres de profondeur, ce qu'on parlait tout à l'heure, le bon sol. Cette fondation superficielle est couramment employée pour des maisons et autres petits bâtiments grâce à son application rapide et son coût réduit. Elle permet de répartir uniformément les charges verticales transmises par les murs ou les voiles porteurs, ce qui contribue à la stabilité de l'ouvrage. En outre, elle est conçue pour éviter les tassements excessifs et les ruptures du sol en assurant une bonne répartition des charges. La semelle filante est également recommandée dans les régions où il y a un fort risque de gel, car elle est moins sensible au gonflement du sol causé par le gel. Elle est souvent utilisée lorsque les poteaux sont trop proches les uns des autres, car elle est plus rapide à réaliser que les semelles isolées. En résumé, l'utilisation d'une semelle filante est motivée par sa capacité à assurer une bonne répartition des charges, sa facilité de mise en œuvre et son adaptabilité aux conditions du sol. Il y a deux cas principaux où on privilégie la semelle filante. Pour les murs porteurs, elle suit le mur tout du long, répartissant les charges. Ou, pour les colonnes proches les unes des autres, dans ce cas, relier les fondations ponctuelles permet d'économiser du béton et de mieux équilibrer les efforts. Elle est facile à dimensionner dans les cas d'un mur, un peu plus technique pour les poteaux rapprochés. Quelques informations techniques pour la conception d'une semelle filante. La conception et le dimensionnement d'une semelle filante sont des étapes cruciales dans la construction d'une fondation stable et durable. Une semelle filante est une fondation superficielle qui repose sur un mur ou un voile porteur et est généralement réalisée en béton armé. Elle permet de répartir les charges du bâtiment sur le sol de manière uniforme en évitant les tassements excessifs et en assurant la stabilité de la structure. La semelle filante peut être rectangulaire ou parfois en T inversé pour mieux gérer les efforts. Quelques chiffres à retenir: un empattement minimal de 10 cm, une hauteur moyenne de 30 cm. Idéalement, on la coule jusqu'au niveau du sol pour limiter le terrassement et gagner du temps. Dans les zones mitoyennes, attention au décentrement pour éviter de déborder sur les propriétés voisines. Trois paramètres qui influencent le dimensionnement. La conception d'une semelle filante dépend de plusieurs facteurs, notamment la nature du sol, la charge à supporter et les conditions climatiques. Sous nos latitudes, par exemple en France, la profondeur minimale d'assise d'une semelle est généralement de 50 cm jusqu'à 100 cm, afin de la placer hors gel et de garantir une bonne portance. Cherchez le bon sol. Cette profondeur peut varier selon les régions et la nature du sol. Par exemple, elle est d'environ 50 cm sous climat océanique, comme la Bretagne, et peut dépasser 1 mètre en montagne.
Le dimensionnement de la semelle doit également tenir compte des risques sismiques et de la résistance du sol. Les semelles filantes sous mur doivent comporter des armatures de chaînage avec une section minimale de 1,6 cm². On prendra comme référence la DIN 1054, ou bien conformément au DTU 13.1, ou l'Eurocode 2 et l'Eurocode 7. Sous l'Eurocode 2, ce sera la EN 1992-11, et sous l'Eurocode 7, la EN 1997-1. Cela nécessite l'usage d'un ferraillage de type S45, 4H8, en zone non sismique sur un sol homogène et peu compressible. Sur des sols moins performants, un renforcement des armatures est requis. 3 facteurs à considérer: la compressibilité du sol, la rigidité de la semelle, la répartition des forces. Exemple, si le sol est homogène et la semelle rigide, la force est répartie uniformément. Sinon, si la semelle est flexible, la force est plus grande sous les colonnes que dans les vides entre elles. Et si le sol est variable, alors il faudra s'adapter à un modèle simplifié, car le calcul devient très complexe. Dimensionnement d'une semelle filante est calculé en fonction du poids du bâtiment et de la résistance du sol. La largeur de la semelle est déterminée en utilisant le coefficient fourni sur la fiche technique de l'étude géologique du terrain. On fera appel à un bureau d'études géologiques. Sous base de son rapport, on prendra ce coefficient. Par exemple, pour une maison de 200 tonnes sur une surface de 100 m² au sol et une résistance au sol de 1,1 décanewton, la surface des fondations doit être de 18,18 m². La largeur de la semelle est obtenue en divisant cette surface par le nombre de mètres linéaires des murs de la maison. La hauteur minimale de la semelle est généralement de 25 cm et sa largeur minimale de 50 cm. La hauteur de la semelle doit être au moins égale au débord, plus 4 cm par 2. En cas de doute sur la qualité du sol, il est recommandé de faire un appel à un bureau d'études techniques pour déterminer le type de fondation adapté à votre terrain. Heureusement, les modèles élastiques permettent une bonne approximation sans tenir compte du comportement plastique du sol. En résumé, 2 types de semelles, pour mur simple, pour poteau, c'est plus complexe. 4 types principaux selon la rigidité et la variabilité du sol. Toujours privilégier les semelles flexibles pour limiter les erreurs de calcul. Il faudra connaître les informations pour dimensionner correctement une semelle filante, qui sont recueillir les charges à reprendre, G plus Q, analyser le sol, étude géotechnique, calculer la surface minimale de semelle nécessaire, déterminer les dimensions géométriques de la semelle, vérifier la pression au sol, sigma admissible, calculer les sollicitations internes, flexion, cisaillement, dimensionner les armatures ferraillage, et enfin, vérifier les règles de mise en œuvre, profondeur, orgel, enrobage, largeur minimale. On va étudier un modèle de calcul simplifié qui nous permettra d'aller dans le concret. Un exemple de dimensionnement pour une semelle filante sur mur porteur. On va partir sur les données du projet qui sont pour un mur porteur armé avec une épaisseur de 20 cm, une hauteur de mur qui fait 3 mètres, un poids volumique béton de 25 kN par mètre cube, une charge de plancher de 5 kN par mètre et une capacité portante du sol qui est de 150 kN par mètre carré. Donc la première étape, ça va être de calculer les charges verticales. Donc le poids du mur, on prend les 20 cm d'épaisseur, on les multiplie par la hauteur de 3 mètres et par le poids volumique du béton de 25, ce qui nous donne 15 kN par mètre. La charge de plancher, on l'a. Notre charge totale, donc on fait notre poids du mur plus la charge de plancher, ce qui nous donne une charge totale de 20 kN par mètre. On passe à l'étape 2 pour le dimensionnement de la largeur de la semelle. On cherche une largeur B, telle que 20 sur B doit être inférieur à 150, ce qui est la capacité du sol. Soit on a B qui sera de 0,13. On ne dimensionne jamais une semelle aussi fine. En pratique, on adopte une largeur minimale de 50 à 70 cm pour assurer stabilité, mise en œuvre, enrobage.
Donc le choix qu'on va retenir pour celui-ci, pour cet exemple, ce sera 60 cm de largeur. Ensuite, on passe à l'étape 3, vérification de la contrainte au sol. On va calculer la charge sur la surface, 20 par 60 cm, ce qui nous donne 33,33 kN par mètre carré. On voit que c'est une contrainte bien inférieure à la capacité portante du sol, qui est de 150 kN par mètre carré. Donc on est dans les clous. Puis on passe à l'étape 4 pour la vérification de la flexion. La semelle, dans ce cas-là, est assimilée à une poutre. On va chercher le moment fléchissant maximum. Donc le moment est égal à la charge multipliée par la largeur au carré divisé par 8, soit 2,5 kN/m. Enfin, on passe à l'étape 5, dimensionnement du ferraillage. À partir du moment fléchissant, on détermine l'armature nécessaire. FY, on vous choisira un 500 mégapascal, un acier de HA FE500. Pour Z, on va prendre le coefficient 0,9 qu'on va multiplier par la hauteur utile, qui est 30 cm, soit un Z de 27 cm. Donc ce qui nous donnera un résultat de 21,3 mm². Bien sûr, ce résultat est très faible, c'est une valeur fictive. On adoptera donc un minimum d'armature réglementaire, par exemple 3H à 10, environ 235 mm² répartis dans le bas de la semelle. J'ai mis aussi à l'écran 3 types de problématiques qu'il faudra vérifier, à savoir le glissement, la perte de stabilité et le tassement. C'est des phénomènes critiques liés à la performance des semelles filantes qui peuvent affecter la sécurité et la pérennité des structures. Le glissement se réfère au déplacement horizontal d'une semelle par rapport au sol sous l'effet de forces horizontales, comme la poussée du sol ou les charges latérales. La stabilité de la semelle est vérifiée en comparant les forces motrices, poids, force d'écoulement, séisme, et les forces résistantes, c'est la cohésion, frottement, renforcement. La condition générale de stabilité au glissement peut être exprimée en cherchant le rapport de la force horizontale sur les forces résistantes. C'est ce qu'on voit dans un calcul de frottement qui est H sur H'. La perte de stabilité peut survenir lorsque les forces motrices surpassent les forces résistantes, entraînant un glissement ou une défaillance de la semelle. Cela peut être exacerbé par des facteurs tels que la saturation du sol. Cela réduit la cohésion capillaire et augmente le risque de glissement. De plus, la présence d'eau peut modifier le comportement mécanique des sols non saturés, réduisant leur résistance au cisaillement et augmentant le risque de glissement. Le tassement, par contre, désigne le déplacement vertical d'une semelle dû à la compression du sol sous l'effet des charges. Un tassement excessif peut provoquer des fissures dans les structures et une perte de stabilité. Comme exemple, le tassement prévu est de 30 mm. Il serait nécessaire de modifier la conception, par exemple en augmentant la largeur de la fondation, pour réduire la contrainte appliquée sur le sol. Les tassements différentiels peuvent également causer des désordres structurels graves, comme des fissures et des déformations. Pour éviter ces problèmes, il sera essentiel de bien concevoir les semelles filantes en tenant compte des caractéristiques du sol, des charges appliquées et des conditions hydrauliques. Des mesures telles que le compactage du sol autour des semelles, on prendra un ferraillage approprié et on fera la vérification des conditions de stabilité, qui est cruciale pour assurer la durabilité des fondations. En conclusion, pour le dimensionnement de notre semelle filante, nous retiendrons une largeur de semelle adoptée, 60 cm, une hauteur totale de 40 cm, on gardera en tête que c'est 30 cm utile, 5 cm d'enrobage, plus un fond de semelle. Une armature principale 3H à 10, une contrainte au sol de 33 kN par mètre carré, donc inférieure aux 150 kN/m², une mise en œuvre, où on prendra une semelle posée hors gel sur sol compacté. Je vous propose d'aller sur le lien de description où vous trouverez un fichier Excel qui vous permettra de calculer le dimensionnement d'une semelle isolée et filante. Un petit bonus pour vous. Aussi, je vous demanderai d'être attentif et d'être très vigilant sur la mise en œuvre. Une mise en œuvre d'une semelle filante commence par le creusement des fouilles destinées à recevoir les semelles. Le fond de la tranchée doit être nivelé et compacté à l'aide d'une dame manuelle.
Un béton de propreté dosé à 150 kg par mètre cube et une hauteur de 4 cm minimum. Elle sera ensuite appliquée pour éviter l'altération de ce sol d'assise. Le ferraillage est ensuite posé avec des écarteurs en plastique pour maintenir une distance d'environ 4 cm avec le fond de la tranchée. Les armatures sont fixées avec du fil de fer et des tors sont placés pour repérer la hauteur finie de la semelle au moment du coulage du béton. En résumé, la conception et le dimensionnement du semelle filante nécessitent une analyse rigoureuse de la nature du sol, des charges à supporter et des conditions climatiques. Ces étapes garantissent une fondation stable et durable, essentielle pour la sécurité et la longévité du bâtiment. Et voilà, vous savez l'essentiel sur les semelles filantes. Vous savez à quoi elles servent, comment les dimensionner et quelles sont les règles à respecter. Si vous êtes promoteur, maître d'ouvrage, architecte, professionnel du bâtiment, ou vous avez tout simplement un besoin pour votre projet et que vous souhaitez être accompagné, contactez-moi directement via le lien en description. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour les offres que nous proposons et obtenir des informations sur nos réalisations. Vous trouverez les QR codes des différents réseaux sur lesquels nous diffusons. Nous avons bien évidemment en lien notre site web. On est sur YouTube, TikTok, Pinterest et LinkedIn. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout posez vos questions en commentaire pour qu'on y réponde dans une prochaine vidéo.